Alors, renforcer l'action communautaire. On a un petit peu effleuré le sujet ce matin, on s'est beaucoup questionné dessus. Donc c'est ce que nous dit la Charte d'Ottawa. C'est tout groupe de personnes, élus, habitants, professionnels, ayant un intérêt, un besoin, un problème commun, et compétents pour contribuer à la réflexion, à l'élaboration, à la prise de décision, à la mise en œuvre des projets qui le concernent. Mais c'est vrai que Espoir 54 a évoqué des choses ce matin, de la problématique de la relation entre le professionnel et le patient. Du coup, renforcer l'action communautaire implique de donner les moyens, d'accompagner ce groupe pour qu'il puisse prendre sa place et de pouvoir partager les pouvoirs. C'est rassembler les parties prenantes pour produire ensemble du changement. Dans nos programmes, nos projets, nos politiques, il me semble que la participation effective des personnes, elle doit être au cœur de toute préoccupation. Et pour ce faire, je vais laisser la place à Aude Caria. Bonjour. Directrice de Psycom, qui va un petit peu peut-être essayer de répondre à vos questions de ce matin, à vos réflexions sur est-ce que c'est simple de faire participer les personnes. Oui. D'ailleurs, on vient de le voir avec la table ronde précédente, qui était aussi un exemple de participation. Alors, en quelques mots, je vous présente le Psycom. Donc, on a une mission d'information. Vous avez quelques brochures d'information qui sont disponibles à l'extérieur. On a des brochures d'information sur les troubles psychiques, les droits en psychiatrie, les soins, les psychothérapies, la santé mentale. On a aussi un site internet ressources sur lequel vous pouvez trouver le Cosmos Mental que je vous ai présenté ce matin, toutes les brochures en téléchargement. Je ne sais pas si certaines d'entre vous sont abonnés à l'hebdo du Psycom. Oui. Donc c'est un newsletter hebdomadaire qui fait une veille de l'actualité psy et santé mentale. On veille à peu près une centaine de sources. Donc ça vous permet d'avoir des informations un petit peu sur tout, des émissions de télévision, des articles, des expériences intéressantes de lutte contre la stigmatisation, une veille juridique, etc. Et puis on fait aussi du conseil et de l'accompagnement à la participation des usagers. Donc des personnes qui veulent justement mettre en place des projets avec de la participation mais qui ne savent pas comment s'y prendre, ou qui disent on invite les gens mais ils ne viennent pas. Évidemment, c'est sûr, se retrouver en réunion avec 40 professionnels de santé, ça ne donne pas forcément envie. Mais en même non, si c'est vrai quand même. Mais mettons-nous à la place des gens. Donc comment faire pour favoriser la participation? Donc je vais donner quelques exemples. On fait de l'accompagnement à la prise de parole publique et médiatique des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, parce qu'on estime que c'est important aussi pour lutter contre la stigmatisation de pouvoir témoigner directement. On crée des outils, etc. Donc on a une mission, une expertise de lutte contre la stigmatisation. On a développé 2 kits pédagogiques, l'un sur les droits en psychiatrie et l'autre sur la discrimination et santé mentale des jeunes. Tout ça est développé dans le catalogue du Psycom que vous avez à l'entrée. Et on a aussi des outils. Alors, les outils, quand je vous dis des outils, c'est des outils que vous pouvez vous approprier, qui sont tous libres en open source, disponibles sur notre site. On a une 60aine de fiches qui s'appellent Mythes et réalités de la santé mentale. Donc, vous pouvez télécharger sous forme de posters, d'affiches, etc. Vous pouvez construire votre arbre aux idées reçues sur la santé mentale. C'est tous des outils qui peuvent être utilisés dans des animations pour essayer d'interpeller les personnes sur les questions de santé mentale. Voilà. Alors, le Psycom aujourd'hui, en fait, c'est une petite équipe de 6 personnes, mais avec des compétences très variées. Donc, on est vraiment dans de l'interdisciplinarité des champs de connaissances et d'intervention, de la santé publique à la psychologie, en passant par l'éducation populaire. Et on a aussi un réseau ce qu'on appelle le réseau de personnes concernées, le réseau du Psycom, donc qui sont une 40aine de personnes, qui sont des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, des professionnels, des proches, voilà, qui contribuent à nos actions et au groupe de travail qu'on peut mettre en place, aux enquêtes qualitatives, etc., qu'on peut solliciter aussi pour des interventions de sensibilisation, de formation,
Voilà, et qu'on accompagne, on co-construit des programmes de formation. Et on a une méthode de travail, donc on se base sur des données d'une mosaïque de savoir, c'est-à-dire c'est pas seulement le savoir médical, mais c'est aussi la sociologie, l'anthropologie, le savoir d'expérience, évidemment, le domaine artistique et culturel, parce que c'est aussi un média intéressant. Et on utilise donc une méthode de démarche participative dans la plupart des cas. Alors, sur la question qu'évoquait Sandrine de la participation, effectivement, les personnes concernées sont représentées à l'Assemblée générale du Psycom, dans les comités de pilotage, dans les comités techniques, dans des focus group et des enquêtes qualitatives qu'on peut mener pour des projets. Un petit focus sur ce qu'on appelle la participation, parce qu'on dit participer, mais il ne suffit pas de le dire pour que ça arrive. Et puis, il y a différents niveaux de participation. On évoquait les conseils locaux de santé mentale ce matin. Il y a un gros débat sur qui représente les usagers ou les personnes qui ont des problèmes de santé mentale dans les conseils locaux de santé mentale. Qui est légitime? Quand on parle de participation, on va toujours tomber sur la question de la légitimité. On parlait de la maison des usagers ce matin. Qui est légitime à représenter les usagers d'un hôpital? Voilà. Donc il n'y a pas forcément une personne, une légitimité. Ça peut être des méthodes pour recueillir le point de vue des personnes. Ce qu'on peut dire en termes de participation, là je vous évoque les 8 niveaux de participation qui ont été développés dans le cadre de la réflexion du SCOP Le Pavé sur l'éducation populaire. Ils énoncent, donc vous voyez, 8 niveaux. C'est le premier niveau qui n'est pas vraiment de la participation puisque c'est plutôt de la manipulation. Donc en gros, c'est la personne potiche. On va dire, bah oui, on a fait participer les gens, on a invité quelqu'un à une réunion. Elle était là, elle n'a rien dit, c'était super. Donc ça, c'est pas vraiment, c'est vraiment le niveau 0 ou même le niveau -2 de la participation, c'est-à-dire la personne est là, mais elle n'a pas son mot à dire. Après, on a d'autres niveaux qui vont de l'information, c'est-à-dire on va transmettre de l'information à la personne. Bon, c'est un peu unilatéral. Ou alors on va lui demander son avis. C'est déjà un pas de plus dans une possible participation. C'est qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on mette les murs de la maison des usagers en bleu? J'aime pas le bleu. C'est dommage parce qu'il n'y a que cette peinture-là disponible, c'est la moins chère. Donc, voyez, mais ça, c'est des exemples véridiques. C'est-à-dire, on peut demander l'avis, mais est-ce qu'on prend compte de l'avis de la personne? Dans un niveau un peu plus élevé, on va impliquer les personnes dans la construction d'un projet ou d'une action. Encore un peu plus élevé, ça va être le partenariat, c'est-à-dire que là, il y a vraiment plus un rapport égalitaire, un peu horizontal, on peut négocier. Et puis, les niveaux supérieurs, voilà. Je sais pas, j'en suis où du temps? C'est bon, j'arrête? Non, c'est bon. Alors, sur ces niveaux, vous voyez en rouge les 4 niveaux, information, consultation, implication. Donc, il y a un modèle qui a été développé par les Canadiens qui s'appelle le modèle de Montréal. Donc, on utilise ce modèle-là au niveau du Psycom, qui a décliné sous forme d'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Il a décliné sous forme d'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Il a décliné sous forme d'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Il a décliné sous forme d'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Il a décliné sous forme d'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Il a décliné sous forme d'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Il a décliné sous forme d'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Il a matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Il a décliné sous forme d'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. D'une matrice, en fait, les différents niveaux de participation. Si tu fais cette démarche, c'est que tu considères que tu y es pour quelque chose dans ce qui t'arrive. Voilà. Il y a ce balancement permanent, il y a toujours eu. La prise en charge, on se repose sur la prise en charge, on se repose sur la Sécu, et puis on fait une démarche de soi-même. Tout. Bon, je ne sais pas si ça appelle vraiment... bon, là, vous bordez 2 niveaux de réalité. D'un côté,
le commun de l'assurance maladie qui protège chacun impersonnellement, et de l'autre côté, la décision d'entreprendre une thérapie, et dans lequel, évidemment, en matière de psychopathologie, on y est pour quelque chose dans ce qui nous arrive. Mais quand on a dit ça, vous n'avez rien, évidemment, on ne fait que rentrer dans un univers où on ne sait pas ce qui va arriver. D'autres? Oui, si vous pouvez vous présenter, merci. Des représentations. Du coup, je laisse la parole à Madame Rivière, présidente d'UNAFAM 54, et Madame Ferry, psychologue. Merci. Je ne peux pas m'empêcher, avant de commencer, de remercier Ulysse et les bénévoles anonymes qui ont créé de l'émotion et qui nous donnent des flammes d'espoir. Voilà, si ces modèles se reproduisent. Qu'est-ce que le psytrialogue? Le psytrialogue est né à Hambourg au début des années 90, de la rencontre du milieu académique et de celui des patients psychiques. Lors d'un séminaire animé par le docteur Bock, que personne ici ne connaît, autour de la psychose des patients, se manifestèrent pour souligner ce que l'on pourrait prétendre arriver à une compréhension élargie du phénomène sans prendre en compte le niveau d'expérience concrète, subjective, des patients et de leur entourage. Le docteur Bock fut emballé par l'interpellation et organisa des ateliers d'échange spécifiques réunissant ces trois publics, les personnes concernées, leur entourage et les professionnels de la santé et du social. Le psytrialogue était né. Et on retrouve sa trace, l'idée a été reprise. Il y a un grand article dans l'Est républicain en 2005. Une manifestation inédite organisée en collaboration avec la DRAC s'est déroulée au CPN 2005. Ce trialogue, co-organisé par les associations Ensemble, UNAFAM, Espoir 54, France Dépression Lorraine, l'Association des médecins du CPN, le Collège des psychologues, a réuni 120 personnes dans la salle polyvalente. Alors, comment concrètement se déroule un psytrialogue ? La vie quotidienne rassemble des moments hétérogènes de joie, de peine, de difficulté, de réussite. Chacun les expérimente au long de son parcours. Parler, dialoguer nous permet à tous de cheminer, alors psytrialoguer, imaginez. Le psytrialogue abolit les frontières, ce ne sont plus des usagers de la psychiatrie, des professionnels ou des proches, mais des hommes et des femmes qui s'écoutent, partagent leurs expériences, leurs certitudes, leurs moments de doute, de souffrance, de peine et de joie, heureusement, sans porter de jugement. Je dialogue avec les uns, avec les autres, je trialogue aussi. C'est un jeu à trois, au départ, des patients, des familles ou amis, des professionnels soignants ou sociaux. Je dis au départ parce qu'on y a adjoint et il faudrait qu'on aille de plus en plus dans ce sens. Policiers, élus. On pourrait parler de multidialogue, ce serait encore plus pratique. Un thème choisi à l'avance, un animateur qui distribue la parole à celui qui la veut. Alors, on ne dit jamais d'ailleurs, comment est-ce qu'on dit là, vous êtes aujourd'hui modérateur. Alors, ce n'est pas un modérateur de parole, c'est quelqu'un qui fait circuler la parole, tout simplement. Et donc, voilà. Généralement assis en cercle, on prépare la salle avec des chaises, on va jusqu'à une trentaine à peu près. Au-delà, c'est difficile pour faire participer les personnes. On écrit, on écoute, on note, on intervient, acteurs, auditeurs, spectateurs, au choix ou tour à tour, en toute tranquillité. Nul n'est obligé de rien, et c'est ce qui est aussi très important. Voilà, l'annonce du diagnostic a été un exemple de psytrialogue qui faisait écho, vraiment en chaque personne, et écho qu'on n'imagine pas.
On peut se dire l'annonce du diagnostic, oui, c'est douloureux pour les patients, oui, c'est compliqué pour les familles, mais le soignant, comment est-ce qu'il vit l'annonce du diagnostic et à quoi ça le renvoie, lui, personnellement, dans son vécu personnel? Voilà, d'autres thèmes, l'estime de soi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre thème? Pourquoi se réveiller le matin? Un échange autour d'un objet d'art. Le salaire ou les compensations. Comment est-ce que je vis ça? Merci beaucoup pour ces éléments, pour ces belles expériences. Je voulais revenir à vous, Madame Caria. Vous nous avez présenté donc les différents niveaux de participation. Ce matin, dans la salle, beaucoup de personnes ont évoqué que c'était pas simple, que c'était difficile, que ça demandait du temps. Du coup, est-ce que vous pourriez nous présenter différents vraiment de modalités pratiques, effectives de participation des personnes présentant des troubles psychiques? D'accord, je peux le faire. Alors, je vais le faire d'ailleurs. Donc, je vais vous donner un exemple. On a souhaité faire des brochures d'information sur les médicaments psychotropes. Alors, on avait plusieurs options. On aurait pu se dire, bon, on va demander à un psychiatre, à une psychiatre, d'écrire une brochure sur les médicaments psychotropes ou un pharmacien. Et on s'est dit, bah oui, mais qu'est-ce qui est important en fait pour les personnes qui prennent ces médicaments? Et donc, on s'est dit, il faudrait peut-être leur demander leur avis. Est-ce qu'on demande à une personne? Ça ne suffit pas. Donc, on s'est dit, on va faire un focus group. Donc, un focus group, en fait, c'est un groupe thématique centré sur un thème qui permet de recueillir de l'information de manière assez rapide, parce qu'en 1h30, 2 heures, voilà. Donc, ça se prépare en amont. Non? Toujours pas? Si? Ah oui. Donc, on a réuni 6 personnes. Ça permet d'identifier rapidement les problèmes, d'analyser les besoins, de trouver des solutions, et voilà. Donc on a interrogé 6 personnes qui prenaient des médicaments antidépresseurs ou neuroleptiques, et on leur a demandé comment ça se passait, depuis combien de temps, comment elles géraient leur traitement, qu'est-ce qui était facile, difficile, les effets attendus, les effets indésirables, comment enfin bon, vraiment des tas de questions assez concrètes, et puis ce qui leur semblait important de faire passer comme message. Donc c'est comme ça qu'on a fait ces focus group qui nous ont permis de structurer en fait après la brochure d'information, et qui a permis de recueillir différentes expériences, différents points de vue, parce que chacun a des vécus différents. Après, on a rédigé la brochure c'était dans le cadre d'un partenariat avec la revue Prescrire. Et puis, on a intégré dans la brochure aussi des verbatims de personnes sur leur vécu des médicaments. Et puis, les personnes qui avaient participé au focus group ont participé à la relecture aussi de la brochure finale. Donc ça, c'était un exemple de participation. Donc on peut être au niveau, on dit qu'on serait au niveau de l'implication, parce que ce n'était pas vraiment de la co-construction, il n'y avait pas une rédaction commune, mais c'était une brochure très technique, donc c'était un peu compliqué. Après, alors on a fait aussi une enquête qualitative, on a été sollicité par l'hôpital de Brumat il y a quelques années pour ils organisaient un colloque sur la privation de liberté. Et ils nous avaient sollicité pour parler. Je dis, écoutez, moi, privation de liberté, j'ai pas la compétence d'en parler, puisque j'ai jamais été victime de privation de liberté. Donc peut-être que le plus intéressant, ça serait de demander à des gens qui ont été privés de leur liberté dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, par exemple. Et là, on s'est dit, ok, d'accord, sympa comme proposition, mais comment je fais? Donc, on a décidé de faire non pas un focus group, mais une enquête qualitative, parce qu'un focus group, c'était peut-être un peu compliqué de partager ce type d'expérience qui pouvait susciter beaucoup d'émotions. Donc, on a plutôt opté pour une enquête qualitative de type socio-anthropologique, individuelle. Et donc, on s'est rapproché d'une association qui s'appelle Frontières Invisibles, qui était à Rouen, et Céline Le Tailleur, qui était présidente à l'époque. Et on a là co-construit ensemble l'enquête. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à la thématique, on a construit le questionnaire d'enquête, elle a réalisé 6 entretiens, on a réalisé 6 entretiens, on a analysé ensemble les données, on a été les présenter ensemble au colloque à Brumat, et on a écrit un article dans la revue Santé Mentale ensemble. Et c'était intéressant parce que... Pourquoi c'était intéressant ?
Voilà, parce que c'était vraiment un croisement de regards. Je veux dire, nous, ne pas usurper une légitimité qu'on n'avait pas du tout en tant que professionnel. En même temps, pour elle et pour l'association, travailler avec nous, c'était une façon aussi de promouvoir justement cette réflexion, ce vécu, et de promouvoir la parole des personnes directement concernées, qui a été facilitée, plutôt que si elle avait fait les choses toute seule. Voilà, donc c'est un autre exemple de participation. Comme vous dites ensemble, les personnes étaient présentes aussi au colloque ? Non, parce qu'après, ça pose... Alors, c'est une vraie question, ça, parce que la participation, ça aussi une question de financement. Et la prise en charge de l'intervention de Céline Le Tailleur a pu être faite, mais c'était difficile. Enfin, nous, on n'avait pas les moyens, en fait, de financer la venue des personnes qui avaient témoigné au colloque. Et ça, c'est une vraie problématique. Alain Ehrenberg, que je ne me trompe pas, pardon si j'ai écorché son nom, nous évoquait ce matin la reconfiguration complète en fait, de la relation entre patients professionnels. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous agissez pour former les professionnels de demain en impliquant la participation des patients-patientes ? Oui. Alors, on a fait effectivement le constat que ça fait, moi, 15 ans que j'essaye de... C'est pour ça Claude Demojo me disait il y a 10 ans, mais si, ça va marcher. Et moi, je disais, alors pour rester dans la mythologie, la lutte contre la stigmatisation, c'est un peu le mythe de Sisyphe, oui, voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on monte ce fameux rocher, il redescend, on remonte, il redescend, enfin, bon, donc. Alors, après, j'ai lu la correspondance d'Albert Camus avec Maria Cazares, et j'ai vu qu'Albert Camus avait dit il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors ça m'a un peu consolée. Si à partir du moment où on imagine Sisyphe heureux, on se dit bon bah peut-être que finalement à chaque fois on monte un petit peu plus haut le rocher. Bon voilà. Bon. Peut-être que la pente est un peu moins pentue, je sais pas. Enfin, bon. Donc pourquoi je racontais ça ? Ah oui, c'était parce que on s'est dit faut peut-être cibler un peu nos actions. On peut pas changer la société comme ça. On peut pas lutter contre la stigmatisation partout. Peut-être que c'est pas nécessaire d'essayer de convaincre les gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Voilà, c'est ça, hein, la stratégie du changement. Peut-être que les gens qui n'ont pas envie de changer, c'est peut-être pas avec eux qu'on va dépenser le plus d'énergie. Peut-être que dans les professionnels de santé, etc., peut-être que les personnes qui ont 30 ans, 40 ans d'habitude derrière elles, de fonctionnement, de représentation, peut-être que c'est un peu difficile de changer. Je sais pas, ça dépend des personnalités. On s'est dit, on va investir dans la jeunesse et on va investir dans les professionnels de demain parce que même si, par exemple, les internes en psychiatrie sont déjà fortement déformés, on va essayer de travailler avec les internes, avec les externes, avec les étudiants en psychologie. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que quand on vous apprend au biberon qu'il y a deux classes de personnes dans la vie, vous savez dans quelle classe vous êtes ? Il y a 2 classes dans la vie. Il n'y a pas de 3. Oui, voilà. Vous êtes soit psychotique, soit névrotique. Il faut quand même le savoir. Enfin, je veux dire, voilà. J'espère que vous le savez parce que ça détermine toute votre trajectoire de vie quand même. Donc voilà. Donc quand on se retrouve face à des psychologues auxquels on inculque qu'effectivement dans la vie il y a soit les névrotiques qui peuvent à peu près s'en sortir, soit les psychotiques qui sont foutus pour la vie. Le travail de déconstruction des représentations, il n'est pas évident, quoi. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et comment on essaye de le faire ? En favorisant la rencontre humaine, c'est-à-dire en travaillant avec des personnes qui vivent avec des troubles psychiques et en proposant des cours sur la question de la stigmatisation, sur la question des représentations sociales. Et donc, on travaille sur quelles représentations sociales les étudiants ont des maladies, des personnes qui reçoivent ces étiquettes-là, etc., etc. Et là, c'est de la co-construction aussi, puisque c'est des interventions en binôme. Et se pose la question, et je terminerai là-dessus, de la rémunération. Et là, on a réussi de haute lutte à pouvoir rémunérer les personnes qui interviennent dans nos formations, comme celle-ci ou d'autres, au même tarif que les professionnels. Donc c'est possible. Merci. Bon, vous n'avez pas que créé de l'angoisse, ça se caractériser à travers 2 classes. Madame Rivière ou Madame Ferry, d'où est venue la nécessité...
Oui, excusez-moi. Allez-y. Oui, je renoue avec ce que a présenté Thérèse Rivière sur le psy-trialogue, en insistant davantage sur pourquoi ce contexte de psy-trialogue est facilitateur d'échange. C'est un exercice à la fois paradoxal et novateur. Paradoxal parce que de fait, la relation entre soignant et soigné est hiérarchisée. D'un côté, il y a la dépendance et de l'autre, l'expertise. Et le fondement du psy-trialogue est d'abolir ce schéma et de placer tout le monde sur un pied d'égalité, quel que soit son angle d'approche par rapport à la maladie. Il s'agit de parler de son quotidien, de soi, si on en a envie, des questions qu'on se pose, des idées qu'on se fait sur le thème, des projets qu'on peut avoir. Il n'y a pas forcément de réponse, mais c'est plutôt un partage qui rassemble et qui rapproche. Et l'exercice est novateur en ce sens que parler de soi sans préciser d'où on parle, ce n'est pas habituel. Et ça bouscule les codes sociaux de ce genre de réunion. D'ailleurs, vous voyez, quand on pose la question, on demande qui vous êtes et d'où parlez-vous. Là, dans le psy-trialogue, la parole de l'un ne vaut pas plus que la parole de l'autre. Chacun peut s'exprimer sur l'écho qu'on a pour lui, le thème du jour, ou juste réfléchir en son fort intérieur à partir de ce qu'il entend. Et ce dispositif est facilitateur car il s'agit d'un autre type d'échange qui permet aux soignants d'entendre une parole différente en dehors d'une hospitalisation ou en dehors d'une visite au CMP, d'entendre une parole sur un vécu ordinaire, certes perturbé par la maladie, mais déjà tout simplement humain. Ça permet aux patients d'entendre le positionnement des familles, les cris du cœur parfois, parce qu'ils sont dits à propos d'autres parents ou par d'autres parents ou par d'autres frères et sœurs que les leurs, prennent une autre dimension. Ces propos génèrent souvent une réflexion nouvelle sur les conflits qui les opposent à leurs proches, parfois. Ça permet aussi aux patients d'entendre les soignants dans leurs doutes, leurs questions, leur position d'homme ou de femme. Et aux familles, ça permet d'exprimer leur vécu, qui est souvent perçu comme à la marge de la relation soignant-soigné, un vécu qui est plein d'interrogations, d'angoisse aussi, mais aussi d'espoir. Ça permet aux familles d'exprimer les questions qu'elles n'osent pas poser directement à leurs proches et d'entendre les retours d'expérience des uns et des autres. Cette triangulation qui s'exerce entre les trois protagonistes directs dans la gestion des malades psychiques, l'entourage, les patients, les soignants, se réalise aussi à l'intérieur de chaque groupe, parce qu'il y a une distanciation qui s'opère avec l'expérience d'un autre que soi, qui nous ressemble et qui ouvre de nouvelles perspectives créatives et dynamisantes pour chacun des participants. Et c'est ce qui justifie beaucoup le succès des psy-trialogues. Merci. Du coup, d'où est venue la nécessité, en tout cas l'envie de parler à plusieurs voix, de croiser justement ces regards ? Alors, comme on l'a compris peut-être dans le tout début de la présentation, pendant longtemps, les patients se sont trouvés confinés dans le rôle d'objet de traitement. Les proches étaient considérés comme des perturbateurs et les professionnels comme les détenteurs du savoir. Et quand on ne se connaît pas à ce point-là, les fossés se creusent. C'est très difficile d'avancer ensemble. Ils se rencontrent à présent en tant que participants au psy-trialogue et accèdent au même statut. C'est ça qui est important, comme je disais, des hommes, des femmes, voilà. Et sur des thématiques qui résonnent en chacun de nous. Une telle situation d'échange libre et égalitaire n'a pas d'équivalent, je crois, pour l'instant. Et je suppose même que parce que j'ai vu dans la salle des professionnels, entre autres, ou des familles qui ont déjà participé à des psy-trialogues, peut-être tout à l'heure dans le jeu de questions-réponses, pourront témoigner de ce qu'il en est. Du coup, vous avez parlé de familles perturbateurs, c'est-à-dire de proches perturbateurs, excusez-moi. Les proches perturbateurs, vous n'avez jamais entendu parler de la définition, par exemple, qu'on trouvait dans le dictionnaire il n'y a pas si longtemps encore, je crois celui de 1980, la schizophrénie, problème de relation avec la mère. Voilà, et j'en passe des meilleurs. Hein. Donc, heureusement,
nous avons avancé sur ce terrain-là, quoique, forcément, il y a des séquelles, il y a des dérapages, parce que voilà, hein, d'anciens clichés, je vais dire plutôt que préjugés, oui, des clichés qui ont fait beaucoup de dégâts. Alors, peut-être Madame Ferry ou Madame Rivière, en quoi ce dispositif est facilitateur d'échanges et de connaissances mutuelles? Je passe le micro Oui. à Nadette, Voilà. qui est, je le signale en passant, parfois circulatrice de parole dans les psytrialogues. Alors, justement, parce que chacun est mis sur un pied d'égalité et peut parler ou se taire, écouter, parce qu'on ne sait pas qui parle. Est-ce qu'on parle de soi, mais on ne sait pas si on est patient, si on est soignant, si on est professionnel, si on est proche de la famille. Et ça donne une liberté d'expression. Le facilitateur de parole, justement, fait attention à ce que chacun puisse s'exprimer, parce que vous avez toujours des personnes qui ont tendance à prendre plus d'espace que d'autres. Donc, le facilitateur de parole veille à ce qu'il y ait une certaine équité et que chacun puisse parler et être entendu. Et c'est surtout, c'est la liberté de ton, en fait, qui est donnée autour de la façon dont on va parler du thème, qui est libérateur, qui est facilitateur, et aussi cette triangulation dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui fait qu'on peut entendre de quelqu'un d'autre des choses qu'on n'arrive pas à entendre de son proche, ou qu'on peut entendre d'un patient qu'on n'a jamais soigné, des choses qui résonnent par rapport à des patients qu'on a soignés. C'est cette distance aussi qui donne, qui donne un autre regard, et souvent plus d'inventivité ou de créativité par rapport à des solutions ou des résonances que ça peut créer en nous. En tout cas, j'ai remarqué dans les psytrialogues que parfois le jeu est plus difficile à jouer, il me semble, pour les soignants. Parfois, tout à coup, ça leur échappe. Ils donnent un conseil, ils donnent une piste. Et ils oublient que non, on est là pour échanger en fonction de son vécu personnel. J'imagine que c'est pas facile pour les professionnels non plus. on va peut-être donner la parole en fait à la salle, hein, si vous avez des questions par rapport à ces deux récits, justement en tant que professionnel peut-être. Je vous parlais d'une autre place que le trublion de ce matin, et je me mets là exprès. Je suis ni là, ni là, pour expliquer ce que c'est que le psytrialogue, parce que c'est d'une richesse incalculable. La disposition en cercle, hein, pour rompre un petit peu avec... Alors, on n'en a pas fini, je crois qu'on en a encore pour des lustres, des décennies, des siècles de le savoir, et puis là, on vous apporte la bonne parole parce que vous ne savez rien, mais là, on sait. Dans le psytrialogue, c'est comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est superbe. Et ça me fait penser... Parce que Nadette Ferry a encore, elle a parlé du patient. Mais vous savez, dans la dynamique de groupe, la thérapie familiale, on dit qui est le patient désigné. Le patient désigné, ça veut dire que pour l'instant, d'accord, on va dire que c'est celui-là, c'est le patient, hein, mais ça ne préjuge pas de la suite. Mais le psytrialogue, c'est tout. Bon, je ne vais pas emboliser la parole, mais c'est tout. Hein. Et j'essaye d'être performatif là, pour montrer ce que c'est que ne pas être du côté du savoir, ni du côté de ceux qui ne savent rien. D'autres questions, d'autres réflexions? Bonjour, Catherine Véda, je suis l'un des chefs de service d'un pôle hébergement logement, dans lequel on a des CHRS, des maisons relais, un projet de résidence accueil. Et je voulais revenir sur la circulation de la parole. On s'est toujours placé depuis ce matin dans des endroits dédiés. Or, les CHRS ne sont a priori pas des endroits dédiés à la maladie mentale. Et avec des règles de collectivité et quelquefois une circulation d'énergie, qu'elle soit positive ou négative, qui peut être angoissante. Dans ce type d'endroit, comment on peut faciliter cette parole
et l'entendre au milieu des autres. En fait, souvent notre souci dans les psy-trialogues est de ne pas avoir assez de professionnels pour qu'il y ait un véritable équilibre entre les différentes parties. Donc, nous en avions parlé en réunion au DPSM et l'idée avait été suggérée de le faire au sein du CPM pour que les professionnels soient là finalement. Et nous ne sommes pas très enclins à cela. Nous allons dans votre sens. Pour nous, il est préférable réellement pour nous, pour les personnes patients. Alors, je suis embarrassée par le terme parce que ça fait aussi l'objet d'un psy-trialogue. On dit patient, on dit usager, on dit malade psychique, on dit... Voilà, on n'a encore pas trouvé le terme idéal. Mais pour tous les participants, il était préférable d'être en dehors des murs de l'hôpital. Et c'est pourquoi nous proposons nos locaux, tout simplement, près d'un petit jardinet. Venez, c'est vraiment agréable et déstigmatisé. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? En tout cas, est-ce que ces échanges ont pu vous permettre de vous donner des éléments de compréhension de la participation des personnes? Est-ce que je peux me permettre de vous lire le témoignage de Nathalie qui était là ce matin mais qui n'a pas pu rester, tout court. Écoutez, on Donc vous elle autorise. témoigne sur le psy-trialogue auquel elle participe régulièrement. Dans un psy-trialogue, dit-elle, les témoignages que peuvent apporter chaque individu sont très riches et très divers. Chacun, qu'il soit parent, ami, soignant ou malade, apporte son point de vue. C'est une expérience très enrichissante car il est possible de se retrouver parfois dans le récit des uns et des autres, mais aussi d'apprendre à travers le vécu de chaque locuteur. Il arrive que des soignants participent et offrent une autre vision de la situation, le regard de personnes qui connaissent bien la maladie, mais qui ne la vivent pas de l'intérieur. Alors le discours de personnes atteintes par la maladie vient compléter le témoignage des professionnels. Il s'agit d'histoires plus intimes, en général, ou plus éclairées sur ce que vivent ces personnes au quotidien. Je n'ose généralement pas parler en public, mais là, je me suis sentie en confiance. Il n'y a pas de jugement, personne n'a raison ni tort. On peut tous exprimer son opinion sans crainte. J'ai alors moi-même pu faire part de ma propre expérience, de ma réflexion, raconter ce que j'ai personnellement vécu et parfois apporter des pistes de discussion. Ce fut très libérateur et positif pour moi. J'ai été touchée par le récit de parents, par leur expérience difficile de parents ne sachant pas toujours comment agir avec leur fils ou leur fille. Que quelqu'un puisse les rassurer, les conseiller ou les encourager est important et il y a toujours une personne ou plus pouvant apporter une réponse ou un début de réponse en tout cas. Je trouve que participer à un psy-trialogue est toujours intéressant et on en sort enrichi, souvent plus aguerri et heureux d'avoir pu échanger sur des sujets passionnants. Pour ma part, je pense que la formule d'un psy-trialogue entraîne une meilleure compréhension, une approche plus juste des maladies mentales. Et je précise que Nathalie est venue dans nos psy-trialogues pendant plusieurs années sans parler du tout. Elle était en retrait et tout à coup, il y a eu le déclic. Et vous voyez, elle a participé ce matin. Voilà, ça a beaucoup aidé. Merci, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter un petit mot parce que ce que vous évoquez, c'est un outil qui peut faire changer les représentations, en fait. Donc, c'est dans un des conseils de lutte contre la stigmatisation, c'est ça, c'est de faire participer en fait les personnes directement concernées. Je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au changement des représentations qu'on essaie de faire auprès des professionnels. Juste pour ne pas me fâcher avec la communauté entière des psychologues cliniciens dans cette salle et ailleurs. Je suis psychologue clinicienne de formation, donc c'est une expertise d'expérience qui m'a fait témoigner du fait qu'on m'a formaté à penser en binaire névrotique, psychotique, et que ça m'a pris des années à déconstruire cette vision de l'autre. Je vous souhaite ce chemin à toutes et à tous, parce que ça ouvre complètement d'autres perspectives.